Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le 20 janvier 2017, il a prêté serment en promettant de devenir le président de tous les Américains, alors que sa longue campagne était ponctuée d'un verbe acerbe envers les minorités. Allait-il magiquement changer de rhétorique, une fois élu président? Les faits ont montré que les choses ont empiré. Le non-respect de la Constitution, la violation quotidienne des normes de la présidence, le népotisme en plein jour, le clientélisme politique, les rafales de tweets insultants envers les minorités et les libéraux font la une du quotidien des citoyens américains. Presque 2 ans après son élection sur la base d'un mode électoral assez problématique, l'on a l'impression que la population a été atteinte d'un traumatisme. Elle a du mal à se remettre et essaye au jour le jour de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce un cauchemar? L'élection de Donald Trump comme président des États-Unis montre la stratégie par laquelle un géant du marketing et sa machine, bien huilée, a pu transposer dans l'arène politique des stratégies de vente. Le démarcheur qui veut vendre n'a qu'un but en tête, vendre son produit. Point et trait. Cette obsession de produire un résultat éclipse la morale et l'éthique. La campagne de Trump a suivi une trajectoire qui a bafoué une tradition républicaine qui allait avoir des conséquences sur la vie des citoyens. Car en politique, il s'agit de vies humaines. Chaque loi a une conséquence directe sur la vie des citoyens. Le candidat Trump, il faut le reconnaître, a mené une campagne stellaire pour vendre un produit, la diabolisation de l'autre en puisant dans l'étang du racisme latent dans la société américaine, le racisme et la peur de l'autre. Le baromètre de la peur de l'autre monte et descend en fonction des conditions économiques. Le coup parfait de Trump se fait par le biais du montage, stratégie par laquelle on présente une idée ou un produit que l'on veut vendre. Tout, concernant le produit à vendre, est méticuleusement analysé afin que le plus grand nombre de clients puissent s'y identifier et l'imaginer dans son décor intérieur. Dans cette optique, les mots utilisés pour vendre le produit, de même que l'apparence du produit, sont importants. Pour atteindre les masses, il n'est guère besoin d'un discours sophistiqué et ésotérique des diplômés des grandes écoles et universités. Dans la campagne présidentielle de Trump, la simplicité, la répétition, le langage de la rue, l'évocation réitérée de l'idée d'une Amérique victime sont la pierre angulaire de la stratégie du candidat. Sa stratégie de narration est bien accueillie par une majorité de Blancs, qui voient en Trump l'interprète de leur angoisse. Le candidat Trump a autorisé cette majorité à se sentir comme victime d'une économie mondialisée par l'establishment de Washington, à croire que Barack Obama et sa politique de redistribution des richesses sont la cause de la chute de la classe moyenne, que les musulmans représentent une menace imminente, que l'immigré de couleur veut à tout prix envahir le pays et que la politique libérale d'Obama dénature le mythe national dont les racines remontent au père fondateur des 13 colonies. La pertinence de la campagne du candidat Trump, il faut bien l'admettre, est qu'il s'est présenté en sauveur, promettant de restaurer un passé où la victime, une majorité blanche, était glorieuse. D'ailleurs, l'expression « Make America Great Again » entre les lignes est l'incarnation d'une campagne ouvertement raciste. Il est impossible de séparer ce passé de gloire du racisme systémique générateur d'iniquité sociale qui était son support. Au lendemain des élections de novembre 2016, la classe politique américaine, surtout les conservateurs qui ont collaboré avec Trump par leur silence, était convaincue qu'une fois président, Trump adopterait une ligne de conduite digne de tout occupant temporaire de la Maison-Blanche. Et 2 ans après, c'est loin d'être le cas. Ses tweets, son moyen de communication favori, exposent une psychologie de campagne dans le but de garantir la jouissance perdue de sa base, la minorité qui a voté pour lui. Au mois de décembre 2017, seule une minorité de républicains s'est exprimée pour dénoncer le danger que représente le président Trump pour la nation. Que les sénateurs ou membres du Congrès de droite s'insurgent contre Trump n'est que le début d'un acte courageux qui aurait dû commencer depuis longtemps. Mon argument principal dans ce travail est que de façon ironique, ces mêmes républicains qui semblent lever le doigt contre Trump sont ceux mêmes qui ont pleinement participé à sa création quand Barack Obama avait été élu président en 2008. Dans un certain sens, la production d'un Trump n'est pas une surprise pour celui ou celle qui analyse la qualité du langage politique,
depuis que Barack Obama a annoncé sa candidature pour être président le 10 février 2007, pendant ses 2 mandats et après. Ce travail met l'accent sur la sémiotique du discours politique pour mieux exposer l'éruption d'un langage ethnocentrique, voire tribal, au cœur de la classe politique américaine, savamment relayé par les médias. Le choix de l'adjectif tribal répond à un objectif double qui passe par le transcoding, phénomène par lequel l'on prend une signification existante et la réapproprie pour lui donner de nouvelles significations. EG, le noir c'est beau. D'une part, je veux émanciper l'adjectif de la corruption sémantique dont il a fait l'objet pendant la colonisation. Tribal égale barbare, arriéré, déficient, et que l'élite politique des États-Unis illustre particulièrement entre 2008 à 2016. D'autre part, je veux restaurer une valeur tribale comme modèle salutaire auquel les 3 mouvements sociaux les plus médiatisés des 50 dernières années aspirent, le communalisme dans la nation. Je suis donc conscient que le fait même d'évoquer le tribalisme dans le contexte du langage politique aux États-Unis sous Barack Obama peut être choquant dans la mesure où c'est un concept que la conscience collective occidentale voit localisé dans ces régions du monde qui ont connu une variation lexicale politiquement correcte depuis les années 1950. Tiers-monde, pays sous-développés, pays en voie de développement, pays émergents ou sud global. À l'évocation de ces mots, l'opinion publique regarde souvent du côté de l'Afrique et cite en exemple le Rwanda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire. La Deuxième Guerre mondiale, l'ex-Yougoslavie semble refoulée dans l'inconscient, au moment même où René Maran, dans Batouala, rappelle son lecteur que le tribalisme était le support théorique sur lequel reposaient les ambitions d'Hitler. Les 2 mandats de Barack Obama ont témoigné d'une expression sans relâche d'un tribalisme lové dans le langage politique et médiatique. Soumis à la pensée de Svetan Todorov, l'ethnocentrisme de la campagne de Trump, qui en fait remonte au premier mandat d'Obama, ne fait aucun doute. Il consiste à ériger, de manière indue, les valeurs propres à laquelle j'appartiens en valeurs universelles. On définit d'abord les valeurs absolues à partir de ses valeurs personnelles, et on fait semblant ensuite de juger son propre monde à l'aide de ce faux absolu. Le slogan America First que l'on peut traduire par l'Amérique en premier ou l'Amérique d'abord, renvoie à une logique qui pose la primauté absolue d'un groupe sur le reste. Dans cette logique, la campagne de Trump abonde de phrases au superlatif. L'Amérique que veut ressusciter Trump n'est pas seulement celle où le pays occupait la tête du monde, mais aussi celle où l'Amérique blanche avait le pouvoir. La démographie pour laquelle Trump fait campagne est sans conteste blanche. Le monde a témoigné de diverses manifestations de ce mode de pensée qui promeut un groupe sur les autres. L'Holocauste en Europe de l'Ouest, 1939 à 1945, l'apartheid en Afrique du Sud, 1948 à 1994, les lois Jim Crow aux États-Unis, 1876 à 1964, le code de L', indigénat dans les colonies françaises, 1881 à 1962, le Kosovo, 1998 à 1999, le génocide au Rwanda, 1994. Ces exemples illustrent les travers d'une démarche où un groupe, construit comme supérieur, fait disparaître les corps d'un autre ou met en place un système légal qui garde l'autre dans un statut subalterne. Il y a une logique qui mène à l'extermination. Cet acte final commence dès lors où, au nom de la démocratie, il est accepté que des groupes extrémistes aient droit de citer et coexistent avec d'autres idéologies dans le corps social. Dans les démocraties occidentales aujourd'hui, les groupes extrémistes ont le droit d'avoir des sites internet, de disséminer leur langage de haine en ligne, d'avoir des réunions et de parfois même perpétrer des actes odieux sans conséquence. Les études postcoloniales francophones sont mon domaine de recherche. Le terme postcolonial évoque une temporalité, mais aussi une agentivité. Il évoque le moment après l'indépendance, mais aussi la prise de parole de l'ancien colonisé et de son descendant pour narrer le passé. Pour moi, le succès de cet effort passe par la tâche complexe de faire appel à plusieurs disciplines dans l'analyse des faits sociaux. Parce que la vie du sujet postcolonial est compliquée, ce dernier se doit d'adopter une posture sophistiquée pour sonder le passé, comprendre le présent et imaginer le futur. Cela signifie que mon exploration du discours politique s'inscrit sous la perspective du texte scriptible de Barthes qui est une galaxie de signifiants, non une structure de signifiés.
Il n'a pas de commencement, il est réversible. On y accède par plusieurs entrées dont aucune ne peut être à coup sûr déclarée principale. Les codes qu'il mobilise se profilent à perte de vue, ils sont indécidables. Pour ce faire, plusieurs disciplines participeront à mon analyse. Les discours politiques, l'histoire, le droit, la littérature, le cinéma, l'économie, les langues, la théorie littéraire, la théorie coloniale et postcoloniale, les études ethniques. Toutes ces disciplines sont vectrices de sens. Le chercheur en études postcoloniales est perpétuellement en situation de border crossing, à savoir la traversée de plusieurs frontières disciplinaires avec rigueur, dans l'optique de mieux saisir le réel. Cette approche pluridisciplinaire est une stratégie salutaire pour échapper à la pensée unique que Foucault lit comme l'enfermement au sein de disciplines raides alléguées par la tradition. L'analyse interdisciplinaire présente des défis toutefois surmontables. Du fait que mon étude va au-delà de l'espace francophone, la majorité de mes textes est écrite en anglais. La traduction de ces textes de l'anglais au français permet de démystifier l'insularité des disciplines qui participent à mon analyse et de rendre le débat politique aux États-Unis accessible pour le francophone. Les parallèles que je ferai avec la France et la France vont dans le sens de cette intention. Ce livre répond à l'appel que lance Toni Morrison au début du livre. La prise de parole mondiale contre toute forme d'injustice, d'où qu'elle génère, est urgente. Dans mon domaine, l'université, les humanités mènent une croisade pour résister à et explorer l'injustice, la comprendre, mais aussi imaginer des stratégies pour construire un corps social qui transcende l'imaginaire étroit des politiciens. Nous sommes à une heure où l'université américaine tente de se mobiliser contre le néoconservatisme et le néolibéralisme, contre le Tea Party et les puissances financières. L'autorité que j'ai pour parler des thèmes que j'aborderai repose tant sur mon expérience professionnelle dans l'université, mon étude de la société américaine depuis 25 ans et mon observation méticuleuse de la vie politique aux États-Unis depuis 2 décennies. À travers des exemples personnels, je voudrais que mon lecteur puisse sentir le poids du discours politique sur le citoyen qui en est l'objet. Les 8 années d'Obama ont été difficilement vécues pour toute personne qui croit au fait que la diversité représente le futur. Bien au contraire, le discours politique a été dominé par un langage sectaire que la nation croyait bâillonner. La prise de parole que prescrit Toni Morrison peut évidemment se lire de façon littérale ou métaphorique. Elle constitue un discours hérétique qui doit seulement contribuer à briser l'adhésion au monde du sens commun en professant publiquement une rupture avec l'ordre ordinaire, mais aussi produire un nouveau sens commun et y faire entrer, investi de la légitimité que confère la manifestation publique et la reconnaissance collective, les pratiques et les expériences jusque-là tacites ou refoulées de tout un groupe. Au moment où je prends la parole, le monde aura connu un séisme social dont l'Afrique et le Moyen-Orient furent le théâtre. Du Maroc au Yémen en passant par la Libye, la Tunisie et l'Égypte, des millions de citoyens ont défié et répudié des décennies de dictature. Les analyses sur les mouvements sociaux tendent à avoir une perspective synchronique, à savoir qu'elles font un traitement insulaire d'un mouvement social particulier. Une analyse diachronique consiste à non seulement observer ce mouvement social particulier, mais aussi à le comparer à d'autres mouvements sur la longue durée afin d'y lire des constantes. Ce souci me mène à faire des parallèles entre le printemps arabe, le mouvement Occupy et mai 68 car les enseignements que nous en déduisons sont plus riches. Ces 3 mouvements révèlent un message sublime de leurs acteurs. Le vœu de vivre dans un monde qui ne soit pas le sous-joug des multinationales, un monde qui ne soit pas sous le joug du néolibéralisme. L'élection d'Obama, sanctionnée par une génération d'Américains orientés vers l'avenir, est mieux comprise si le lecteur prend en compte ses ramifications sur le plan international. C'est alors qu'il réalisera que son élection répond aux aspirations d'hommes et de femmes, qui se sacrifient pour leur dignité humaine. Le programme social d'Obama est axé sur la justice sociale, la restauration du rôle de l'État défenseur des acquis sociaux et protecteur contre les abus du néolibéralisme économique. Il m'est possible d'avancer l'argument qu'il y a un effet miroir entre la campagne présidentielle d'Obama et les objectifs des mouvements sociaux comme mai 68, le printemps arabe et Occupy. Qui rejette, altère et expose la normalisation d'un discours ethnocentrique dans le discours politique aux États-Unis?
Une coalition non coordonnée dans et à l'extérieur de l'université. Contrairement à Bourdieu qui parle de démission ou collaboration des intellectuels avec le discours politique dominant, ce travail montrera qu'il y a une résistance en masse au quotidien contre la montée du langage ethnocentrique et que cette résistance n'est pas limitée aux bornes des campus. L'on peut arguer qu'elle existe dans toutes les couches de la société, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Et c'est peut-être là un élément nouveau dans la façon traditionnelle de lire les relations entre les pays dits développés et les pays dits en voie de développement ou émergents. En général, l'Occident est construit comme générateur de la notion de lumière pour le reste du monde. Toutefois, l'effet domino entre le printemps arabe et le mouvement Occupy suggère une lecture différente. Que le printemps arabe a en fait inspiré un éveil des consciences dans un Occident dont les citoyens réalisent qu'ils sont autant opprimés que leurs frères et sœurs dans le reste du monde, tous assujettis à la logique néolibérale, quelles que soient ses couleurs. Ce livre est composé de 5 chapitres. Le premier chapitre présentera une vue synoptique à l'intérieur de laquelle se met en place la tentative de délégitimation du président Obama par l'élite du Parti républicain. Dans ce cadre, je partagerai le contexte de la genèse de ce projet, le changement paradigmatique que prône Obama dans le discours qu'il prononce au Caire à l'aube de son premier mandat ainsi que les retombées dans le discours politique aux États-Unis. Je clorai ce chapitre en mettant l'accent sur les différentes tonalités de la construction de l'extranéité d'Obama par l'élite républicaine. Dans le deuxième chapitre, je tenterai de cerner les racines de la débâcle du Parti républicain aux élections présidentielles de 2012 et le récit que construit l'élite du parti pour narrer sa deuxième défaite face à Obama. Il est question de faire une accumulation de gros plans, dans le langage politique, qui finissent par aliéner une grande partie de l'électorat. D'une part, la politique yo-yo de Mitt Romney, l'effet Tea Party qui naturalise le recyclage de vieux stéréotypes dans le programme politique de Romney, la sortie virale d'une vidéo qui constitue le coup de grâce pour Romney et la dénaturation du système démocratique via une loi nommée Citizens United. D'autre part, il est conséquent de noter le bilan que le Parti républicain fait après les élections de 2012. La victoire d'Obama serait imputable à une campagne de corruption. Ce récit mène le leadership du Parti républicain à entreprendre une croisade pour un retour à l'ordre qui se matérialise par un contrôle du corps de la femme, une lutte contre la fraude électorale et une politique de la terre brûlée pour couler la présidence d'Obama. L'argument phare du troisième chapitre, divisé en 2 parties, est que les mouvements sociaux les plus médiatisés des 50 dernières années, mai 68, le printemps arabe et Occupy, ont un dénominateur commun. La contestation de la loi du père qui brise le construit de la romance de la famille nationale. Dans la première partie, l'emphase sera d'abord mise sur le mouvement social de mai 68 et le rôle iconoclaste que la religion joue dans ce mouvement. Ensuite je tenterai de faire des parallèles entre mai 68, le printemps arabe et Occupy. Ici, s'il est relativement aisé de lire le rôle que la religion joue dans Occupy, l'intention d'éviter le piège de l'essentialisme m'oblige à ne donner que des exemples spécifiques du rôle de la religion dans le printemps arabe. L'impact de la religion est différent dans chaque pays affecté par le mouvement. Finalement, après une observation méticuleuse du positionnement de la presse vis-à-vis du printemps arabe et d'Occupy, je laisserai s'exprimer les graffitis comme témoignage d'un cri universel. Le 4e chapitre, dans ces 2 parties, analysera différents aspects de la licence politique que l'électorat américain, dans sa large majorité en 2008 et 2012, donne à Obama. D'une part, il est urgent de souligner comment mai 68 et le printemps arabe se sont greffés à la campagne d'Obama en filigrane pour exiger un nouveau pacte entre le politique et le citoyen, l'extension universelle des Lumières, l'institution de garde-fous envers Wall Street et le droit de vote pour tous. D'autre part, il est crucial de mettre en exergue la génération Obama dont la posture politique est blasphématoire sur plusieurs questions. Le mariage gay et la régularisation des sans-papiers, l'allégeance politique et la justice sociale et sa désolidarisation du mythe de fondation nationale. Finalement, le 5e chapitre fera un état des lieux du clash philosophique qui oppose 2 factions aux États-Unis aujourd'hui. D'un côté,
une ligne qui prône un récit national exclusif à un groupe qui mériterait tous les privilèges. Nul autre que Pat Buchanan, le Jean-Marie Le Pen des États-Unis, ne traduit mieux ce sentiment de nécessité de reprendre le pays à l'envahisseur. Ce dernier lit le déchirement entre le passé et le futur comme un clash entre l'Ouest et le post-Ouest. Ainsi prescrit-il la sécession des vrais patriotes, contre les intellectuels qui viseraient la mort de l'Occident. À l'opposé, toute une coalition culturelle articule au quotidien un récit informé par la réalité démographique des États-Unis au XXIe siècle. Que les Blancs ne seront plus la majorité dans 3 décennies, et qu'il est crucial que les politiques prennent en compte cette réalité dans leur législation. Le discours alarmiste de Pat Buchanan est remplacé par ce que Tim Wise nomme individualisme illuminé, perspective radicalement optimiste et constructive quant à l'apport de l'autre sur le futur de la société nationale. Chapitre 1. La tentative de DELEGITIMATION d'Obama. Le contexte de la genèse de ce projet. De la carrière politique de Joe Wilson, sénateur de Caroline du Sud à Washington D.C., l'histoire américaine retient 2 choses. Toutes 2 ont lieu le 24 février 2009. Comme chaque année dans la tradition républicaine, le président fait une allocution qui fait non seulement le bilan des succès et des défis de sa politique, mais aussi sa politique future. C'est donc un moment solennel, où les membres du Sénat, de la Chambre des représentants, les 9 juges de la Cour suprême, de hautes sommités politiques d'autres pays sont rassemblés pour écouter le président. Par tradition, démocrates et républicains mettent temporairement leurs différences de côté pour célébrer ce moment d'union nationale. C'est le discours sur l'état de l'Union. Le président prononce son discours. De temps en temps, des démocrates ou des républicains se lèvent et applaudissent selon qu'ils sont d'accord ou pas avec le président. Rituel annuel. Il y a de rares moments où les 2 factions se lèvent ensemble pour applaudir après les propos du président. Sous George Bush fils par exemple, cela fut le cas quand ce dernier annonce son initiative No Child Left Behind 17 dont l'objectif était d'éradiquer les disparités entre riches et pauvres en matière d'éducation. Avec Obama, l'audience s'est levée et l'a unanimement ovationné quand il a réitéré la mort de Ben Laden comme l'un des accomplissements de la nation entière dans sa lutte contre le terrorisme. En gros, ce rite politique annuel se passe de façon très civile. Ce 24 février 2009, c'est avec impatience que, assis sur mon canapé et faisant face à mon téléviseur, j'attends le discours sur l'état de l'Union. Il faut dire que je n'en ai pas manqué un, depuis que je vis aux États-Unis. Ma profession m'oblige à me tenir informé des nouvelles politiques nationales et internationales. Mais ce discours-ci était spécial parce qu'il allait être prononcé par le premier noir élu comme président aux États-Unis d'Amérique. Dans l'histoire des États-Unis, ce moment a un signifiant auquel il est impossible de s'identifier pleinement si l'on n'est pas noir. Cela ne veut pas dire qu'une personne d'une autre race ne puisse s'identifier à tous les noirs qui attendaient ce discours avec impatience. L'entrée d'Obama dans le Capitole et toute la gestuelle répondant au protocole relèvent de la magie. Pourtant j'avais entendu plus d'une vingtaine de discours sur l'état de l'Union. Celui-ci était magique. L'on avait un noir comme président qui avait un blanc comme vice-président, et une équipe de noirs, de blancs, d'asiatiques, de latinos, d'amérindiens qui travaillaient avec lui. Pour moi et pour bien d'autres, ce moment correspondait à la déconstruction symbolique de 4 siècles d'esclavage et de 75 années de lavage de cerveau qui se sont opérés sur les plans historiques, scientifiques, littéraires, artistiques et religieux. Ces siècles ont érigé comme loi l'inaptitude du noir à occuper cette position sociale. Il suffit de parcourir l'histoire de l'esclavage pour voir comment l'esclavage du noir a été exécuté de façon clinique. Pendant l'esclavage, l'idée n'était-elle pas largement partagée en Occident que le noir n'avait pas d'âme, et que l'esclavage et son baptême permettaient de le sauver et de lui garantir le paradis. Par l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, à la fin de la guerre civile, 1861-1865, on célébrait l'entrée du noir dans l'humanité, presque incomplète car il fallait alors le civiliser pour rendre son appartenance à la communauté humaine totale. L'élection de Barack Obama était-elle le summum de la déconstruction de la litanie de récits construite pour justifier l'esclavage et la colonisation ? Désormais,
l'enfant africain-américain de n'importe quelle région des États-Unis pouvait rêver et voir qu'il n'y avait plus de limite à ses aspirations, qu'il pouvait devenir tout ce qu'il souhaitait dans la société. Tel en est le signifié symbolique. Les larmes que Jesse Jackson a versées le soir de l'élection d'Obama en 2008 suggèrent un sous-texte critique. Elles sont la matérialisation d'une lutte pour la liberté des Noirs, qui a commencé depuis la plantation avec les Marrons. Jesse Jackson a lutté pour les droits civils dans les années 1960 quand Obama était tout petit. D'ailleurs, lui-même était candidat à la présidence en 1984 et 1988. L'élection d'Obama est donc l'aboutissement des sacrifices des ancêtres dont Jesse Jackson ne fait pas exception. Tous les Noirs qui se sont battus pour les droits civils et les droits de vote et les Blancs qui se sont battus à leur côté ont participé à la décolonisation de la conscience collective américaine. Dick Gregory, 1968, Shirley Chisholm, 1972, Alan Keyes, 1996 et 2000, Al Sharpton, 2004 et Ben Carlson, 2016. La candidature de ces Africains-Américains, quelle que soit leur sensibilité politique, a permis d'élargir l'imaginaire de la société américaine et de la sevrer de l'idée préconçue selon laquelle les Noirs étaient incapables d'occuper certains postes de responsabilité dans la société. C'est cette lutte sur la longue durée qui a produit Barack Hussein Obama. Ce moment était donc idyllique, jusqu'au moment où le sénateur Joe Wilson fait montre d'une impertinence historique. 2 fois de suite, comme s'il tenait bien à se faire bien entendre, il a interrompu l'allocution d'Obama par ses propos « Tu mens, tu mens ». L'intrusion du sénateur Wilson s'est passée au moment où le président réfutait la propagande, orchestrée par ses opposants, selon laquelle son projet de loi sur l'assurance médicale pour tous allait s'étendre aux immigrants qui étaient illégalement entrés sur le sol américain. Cette fausse rumeur d'étendre la couverture médicale aux immigrants illégaux, concoctée par les républicains, s'inscrit dans une campagne qui visait à faire peur aux Américains et à leur faire adhérer à la thèse qu'Obama serait socialiste. Les propos de Wilson sont offensifs à 2 niveaux. D'une part, parce qu'ils sont tenus devant la plus haute assemblée politique américaine. C'est un acte blasphématoire envers le peuple américain, envers tous ses pairs et envers ses prédécesseurs qui mettaient cet édifice sur un piédestal. D'autre part, ces propos sont la manifestation de sentiments cachés non seulement chez le sénateur, mais aussi chez les habitants des États qui défendent le drapeau de la Confédération. Wilson est le porte-parole des sentiments d'une majorité des États du Sud à l'endroit d'Obama. Les propos du sénateur, analeptiques, réveillent un passé d'un certain ordre social, celui de la plantation ou de la période des lois Jim Crow où le maître, convaincu que l'esclave était un menteur patenté, l'interrompait. À un niveau personnel, ces propos ont été dévastateurs en premier. Je dois rappeler que je regardais le discours avec des collègues blancs chez moi, un couple franco-américain. Je me suis tout d'un coup senti seul. Tout était flou, comme si j'allais perdre connaissance. Quelques minutes passent sous l'empire du silence. De la joie, mes sentiments sont passés à la tristesse, à l'humiliation, à la dépression voire à la haine. Puis cet acte profanatoire m'a inspiré à investir mon capital intellectuel pour agir, d'où ce livre. L'écriture devient la thérapie par laquelle je transcende les sentiments qui m'ont traversé à ce moment précis. C'est donc un moment pédagogique. Ma réaction était comme en synchronie avec celle d'une partie de l'audience à la télé. Comme Nancy Pelosi assise à droite du vice-président Joe Biden qui, pour vraiment en revenir, se tourna vers ce dernier pour se voir confirmer de la tête que Wilson a manqué de respect au président. Mes yeux se focalisèrent sur le président qui prononçait son discours devant Pelosi et Biden. Obama interrompit son discours pour quelques secondes et poursuivit « Ce n'est pas vrai ». La réaction des membres du Congrès suite au discours fut variée. Les démocrates avaient unanimement condamné cette hérésie politique. Quelques républicains ont eu le courage de se désolidariser de cet acte honteux, qui folklorise la nature des événements qui se passent dans cet édifice. D'autres membres du Parti républicain se sont simplement abstenus de tout commentaire, ou ont béni l'initiative populaire de forcer le sénateur à demander pardon. La discipline de parti force le sénateur Wilson à présenter des excuses au président. D'un point de vue linguistique, il serait intéressant d'explorer la sémiotique de la phrase « You lie, you lie ». Pourquoi traduire en français cette phrase par « tu mens » au lieu de « vous mentez » ?
Une autorité importée du sud des États-Unis. Le pronom personnel you, dans la langue anglaise, a deux productions, notamment le tu, qui s'emploie pour un contexte de familiarité, et le vous, dans un contexte formel. Seul un contexte professionnel lie le sénateur Wilson au président Obama. Dans le cadre de l'événement, Wilson est subalterne au président, l'un étant sénateur d'un État et l'autre président de la République. L'un est l'un des deux représentants d'un État de 832 000 habitants, l'autre est à la tête de 322 583. 006 d'habitants. Il est président de la République, après tout. Le ton sur lequel le sénateur Wilson a interrompu le président suggère l'autorité, le paternalisme, la condescendance et le mépris. C'est un ton qui rappelle un certain langage qui était de mise pendant l'esclavage et bien après. La littérature de la découverte de l'Afrique, de l'esclavage ainsi que celle de la colonisation abonde de textes qui véhiculent le stéréotype selon lequel le noir serait naturellement menteur. Un détour sur cette époque, et ses ramifications contemporaines, permet de comprendre l'espace et le temps où le sénateur a mobilisé la licence culturelle qui lui a donné l'autorité d'interrompre le président. L'observation de la carte politique américaine permet peut-être d'y répondre. De nos jours, il est évident que les États-Unis sont divisés en deux partis sur le plan politique. D'un côté, la couleur bleue désigne les démocrates et libéraux. De l'autre, le rouge représente les républicains et conservateurs. Cette division était visible sous Bush fils. Toutefois, c'est sous Obama qu'elle a pris une tournure plus que politique, voire raciste. On se rend compte que les États rouges sont en majorité des États du Sud qui, au XIXe siècle, étaient contre l'abolition de l'esclavage. Ce fut par la force que ces États ont accepté l'abolition. À la fin de la guerre de sécession en 1865, ces États ont continué leur résistance par la mise en place de lois qui imposent aux anciens esclaves un statut subalterne. Donc, un état de citoyenneté diminué. Maint ouvrage existe sur les lois Jim Crow, qui réinscrivent l'esclavage dans l'espace post-abolition sous une nouvelle forme dans les États du Sud des États-Unis. Ces lois maintenaient les Noirs dans un statut subalterne via un arsenal de lois discriminatoires dans les écoles publiques, l'espace professionnel, l'espace public, le transport public, l'accès aux toilettes publiques, les restaurants et les fontaines publiques. Les institutions des États du Sud maintenaient que les Noirs étaient égaux aux Blancs, mais séparés. Par conséquent, ces lois rendaient la mobilité sociale impossible pour les Noirs. Par exemple, jusque dans les années 60, il arrivait que l'État fédéral envoie des troupes du Nord pour escorter des élèves noirs qui voulaient aller à l'école publique. Les Noirs qui voulaient intégrer le système éducatif ont fait face à toute forme d'humiliation, de harcèlement et d'intimidation qui se passent de description. Aujourd'hui encore, dans la rhétorique politique qui a escorté la campagne électorale d'Obama, on a vu des marches, des manifestations, des meetings politiques où des pancartes ont été brandies, des t-shirts portant des signes racistes. Lors des manifestations contre le projet de loi pour l'assurance maladie universelle, que dire des pancartes qui faisaient le portrait du président avec un visage simiesque ou hitlérien? L'un crée une parenté entre le noir et le singe, déterrant un stéréotype qui a marqué la littérature coloniale pendant des siècles. La comparaison entre Obama et Hitler constitue un attentat prémédité à la vie du président, une mise à prix de sa tête puisqu'Hitler était l'ennemi à abattre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 2008 et 2016, faire un parallèle entre Obama et Hitler est un appel tacite à une insurrection du peuple américain contre le président, une sorte d'appel du 18 juin à ceux qui voient en Obama l'ombre d'Hitler. Cet appel à une insurrection qui vise le président est de la même nature que celui des groupes terroristes visant à attaquer les États-Unis comme Al-Qaïda et ses affiliés. Le symbolisme derrière les pancartes a donc une tonalité terroriste. Avec un fond de racisme primaire, cet appel a été suivi par des personnalités politiques bien connues. Ces derniers ont béni la circulation de tels signes et amplifié, via Fox News, la chaîne de télévision qui sert de griot au Parti républicain, ce discours raciste. Au début, l'appel au ralliement contre Obama se fait de façon sporadique pendant sa campagne et devient progressivement unifié. Le discours qu'Obama prononce en Égypte, l'une de ses premières sorties à l'échelle internationale, est l'élément catalyseur de la croisade domestique contre Obama.
Ce discours inédit est en rupture avec un pilier de la mythologie nationale, la destinée manifeste, dont Sophie Guillermin-Gollet livre la teneur. L'expression Manifest Destiny, littéralement destinée manifeste en anglais, a été employée pour la première fois par le journaliste John O'Sullivan en 1845 dans un article publié dans United States Magazine and Democracy Review. Dans cet essai, il plaidait en faveur de l'annexion du Texas par les États-Unis. Pour reprendre ces termes exacts, c'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude. L'idéologie de destinée manifeste est un élément constitutif de la culture américaine. Elle a eu une influence sur la politique nationale du pays, mais également sur sa politique étrangère. Cette influence est en partie expliquée par le fait que l'idée, même si n'a été clairement formulée qu'en 1845, était déjà enracinée dans l'esprit des puritains qui se sont installés aux États-Unis au XVIIe siècle. En effet, les habitants de la Nouvelle-Angleterre se voyaient comme les élus de Dieu. Cette idéologie offre un cadre pour comprendre la politique interventionniste des États-Unis dans le monde. Obama se distancie de cette idéologie, dont la guerre de l'Irak est une manifestation. Le discours d'Obama ne fait pas l'apologie d'une mission divine. Au contraire, avec Obama, le géant que représentent les États-Unis descend de son piédestal à la rencontre de l'autre. Les États-Unis qui émergent du discours d'Égypte sont une puissance humble et conciliatrice qui veut rectifier les fautes du passé. C'est aussi un discours qui reste loin de la prétention et prend le contre-pied du récit qui émane des Lumières, où la place supérieure naturelle de l'Occident est cristallisée. Le discours du Caire, un mea culpa qui ne fait pas l'unanimité. Le discours d'Obama en Égypte le 4 juin 2009 est révolutionnaire, tant pour le reste du monde que pour l'establishment américain. Déjà l'intitulé de ce discours, Un nouveau départ, réoriente la politique étrangère des États-Unis sur une voie qui veut faire rupture avec le passé. En effet, l'image des États-Unis post-1945 est celle d'un empire gendarme du monde. Les États-Unis ont à peu près 800 bases militaires dans plus de 70 pays. Dans 4 Reasons of State, Chomsky dévoile le raisonnement idéologique qui a conduit son pays à légitimer sa présence dans le monde. Chomsky avertit toutefois son lecteur que l'entreprise impériale n'a pas été bénie par tout le peuple américain. Il y a toujours eu des mouvements d'opposition à la politique interventionniste des États-Unis dans le monde. Si Chomsky avance le Vietnam comme exemple, Obama cite le cas de l'Irak qui continue d'être un débat houleux. Le discours d'Obama est une entreprise de revente de la marque américaine qui tente d'exorciser le traumatisme subi par le monde sous les 8 années de la présidence de Bush fils. Représenter l'image des États-Unis dans le monde passe par une tentative d'élider l'épisode Bush fils du récit américain. Pour Obama, cette initiative présente un gros risque d'une aliénation et d'une marginalisation sur le plan domestique. Cela se mesure à la réaction du Parti républicain qui, presque unanimement, a interprété la tournée internationale d'Obama comme une tournée de confession. À partir de ce moment, commence aux États-Unis une campagne politico-médiatique qui a pour dessein de peindre le président comme un usurpateur de pouvoir venant d'un autre pays, le Kenya, un président indigne de la Maison-Blanche. En gros un traître. L'Obamaphobie adopte des traits que j'explorerai dans un autre chapitre. Pour le moment, il faut identifier les différents volets qui font du discours du Caire un tournant politique révolutionnaire. Le discours du président a tous les traits d'un discours post-colonial. Je m'aligne à la distinction pertinente que Michel Laronde fait entre postcolonial et postcolonial, écrit avec un tiret après le post. Postcolonial signifie l'impossibilité de séparer la qualité historique d'un concept présent, la postcolonialité en relation à une situation passée, le colonialisme. Associé à colonial, le préfixe post maintient une dimension purement temporelle. Le tiret est le signe de la séparation diachronique de deux espaces de l'histoire entre la France et ses anciennes colonies, ici la démographie majoritaire et les descendants d'esclaves et d'immigrés de couleur. Le discours d'Obama, à mon avis, aspire au postcolonial, moment de transcendance collective des violences du passé. Une nouvelle société, d'où le titre de son discours, Un nouveau départ.
À la différence que fait Michel Laronde entre postcolonial et postcolonial, je greffe celle de Robert J. Young qui définit le postcolonialisme comme acte politique. Le postcolonialisme nomme une politique et une philosophie d'activisme qui conteste cette disparité entre les pays riches et les pays appauvris, et continue, dans une nouvelle façon, les luttes anticoloniales du passé. Le postcolonialisme affirme non seulement le droit des peuples africains, asiatiques et d'Amérique latine d'accéder aux ressources et au bien-être matériel, mais aussi le pouvoir dynamique de leur cultures qui interviennent aujourd'hui dans et transforment les sociétés de l'Ouest. Il n'y a point de fossé entre le discours d'Obama et le travail de déconstruction que beaucoup de mes collègues et moi faisons pour aider nos étudiants à mieux comprendre les dynamiques qui muent le monde. Au sein de l'université, l'histoire des États-Unis narrée à partir de la marge occupe un espace de plus en plus grand, particulièrement dans les humanités. Désormais, les jeunes étudiants de tous les groupes ethniques ont accès à l'histoire de leur pays à partir d'une perspective plurielle. Cette étape est cruciale car elle permet à toute une génération de comprendre que le racisme systémique auquel crient les minorités n'est pas un mythe. Le discours d'Obama est sans précédent parce qu'il reconnaît les retombées de l'esclavage et la colonisation aux États-Unis et dans les régions du monde. Le pays d'origine de son père, le Kenya qui était occupé par les Britanniques, est un exemple palpable de l'effet néfaste du colonialisme. Le livre dont Obama est l'auteur, Les rêves de mon père, offre une analyse très complexe du Kenya colonial et postcolonial. Dans son discours au Caire, Obama confirme la légitimité des aspirations des peuples opprimés, en particulier des pays musulmans quand il dit « Dans un passé relativement plus récent, les tensions ont été nourries par le colonialisme qui a privé beaucoup de musulmans de droits et de chances de réussir, ainsi que par une guerre froide qui s'est trop souvent déroulée par acteurs interposés, dans des pays à majorité musulmane et au mépris de leurs propres aspirations. » Il est clair qu'Obama confesse les péchés de l'Occident, en particulier la conférence de Berlin, 1884 à 1885, suite à laquelle les frontières de l'Afrique sont retracées suivant les intérêts des Occidentaux. Comme conséquence majeure, la division entre ethnies dont les retombées se mesurent encore aujourd'hui. Obama fustige l'entreprise coloniale et la dite mission civilisatrice décrétée à Berlin. Ce mea culpa est dans le sillage de documentaires qui prolifèrent aujourd'hui sur Internet, témoignages d'anciens politiciens qui admettent comment les États-Unis, la France et l'Angleterre ont mené une politique étrangère délibérée de déstabilisation de l'Afrique, pour la distraire, la diviser afin de continuer de piller ses ressources. Admettre l'ingérence calculée de l'Occident dans les affaires intérieures d'anciens pays colonisés donne l'occasion au président de suggérer un nouveau départ dans les rapports entre les États-Unis et le monde musulman, fondé sur l'intérêt mutuel et le respect mutuel, et reposant sur la proposition vraie que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas et qu'ils n'ont pas lieu de se faire concurrence. À travers ce discours, Obama vise à enterrer la perception de l'Amérique comme gendarme du monde pour la remplacer par une Amérique qui reconnaît et valide l'autre dans sa différence. Cette étape historique constitue une transition de la racine unique à la racine composite. Selon Edward Glissant, la racine unique est celle qui tue autour d'elle alors que le rhizome est celle qui s'étend à la rencontre d'autres racines. Dans son discours, le président insiste sur le fait que son gouvernement ne cherche guère à imposer des États-nations construits à la toge de l'Occident. Aucun système de gouvernement ne peut ou ne devrait être imposé par un pays à un autre, chaque nation donne naissance à ce principe, la démocratie de sa propre manière, en fonction des traditions de son propre peuple. L'Amérique ne prétend pas savoir ce qui est le mieux pour tout un chacun, tout comme nous ne voudrions pas prétendre décider des résultats d'une élection pacifique. La racine unique est remplacée par le rhizome. Le rapprochement qu'Obama veut entre les États-Unis et le monde musulman est bâti sur un argumentaire qui se nourrit de citations extraites du Coran. Le Coran est mentionné au moins 3 fois dans le discours pour peut-être convaincre l'audience universitaire venue l'écouter que la crise déclenchée par les attentats du 1er septembre 2001 sont une parenthèse dans l'historique des rapports entre les États-Unis et le monde musulman. La relation entre les États-Unis et le monde musulman ne se résume pas à la diabolisation dont les musulmans font l'objet depuis 2001. Il y a eu bien des moments de bonnes relations. À titre d'exemple,
Obama cite le traité de Tripoli en 1796 par lequel le Maroc est le premier pays qui a reconnu la souveraineté des États-Unis. Et le président de réinscrire la contribution du monde musulman dans l'histoire de l'humanité. Obama défie des siècles de propagande qui ont servi à légitimer l'esclavage et la colonisation. Pendant la colonisation, les Noirs africains étaient perçus comme sauvages et les musulmans comme barbares. Le discours d'Obama rappelle au monde entier que l'Afrique a sa place dans les Lumières. Féru d'histoire, je sais la dette que la civilisation doit à l'islam. C'est l'islam, dans des lieux tels qu'Al-Azhar, qui a brandi le flambeau du savoir pendant de nombreux siècles et ouvert la voie à la Renaissance et au siècle des Lumières en Europe. C'est de l'innovation au sein des communautés. C'est de l'innovation au sein des communautés musulmanes que nous viennent l'algèbre, le compas et les outils de navigation, notre maîtrise de l'écriture et l'imprimerie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.